Ça se passe maintenant, et personne n'en parle. À Moscou, Sergueï Lavrov lâche un avertissement majeur aux côtés de l'Égypte. Moyen-Orient, au bord de l'explosion tension avec Iran, États-Unis et Israël, et un risque de conflit incontrôlable, ce qu'il prépare pourrait tout changer. Regardez bien. Mesdames, Messieurs, nous avons eu des discussions tout à fait fournies avec le ministre des Affaires étrangères de la République d'Égypte, M. Badr Abdelati. Vous savez qu'hier, mon homologue a rencontré le président russe et donc il a une visite à Moscou qui lui a permis de rencontrer diverses responsables et notamment M. Volodine, le président de la Douma, M. Shoigu, le président du Conseil de sécurité et M. Verchouk, responsable de la coopération internationale. Et vous comprenez que d'après son programme, on peut en juger de l'importance de relations traditionnellement très bonnes entre la Russie et l'Égypte. Et nous avons salué l'évolution très favorable de la mise en œuvre de notre traité de coopération stratégique multisectorielle qui avait été signé à Sochi en 2018. Nous avons noté la dynamique positive de nos échanges en matière commerciale et d'investissement et le volume de ces échanges pour l'année dernière était supérieur à 10 milliards de dollars, ce qui représente plus de 12% de progression par rapport à l'année précédente. Et donc, la commission des affaires commerciales et de coopération entre nos deux pays a tenu sa 15e réunion au mois de mars de l'an dernier et nous préparons une prochaine rencontre en Égypte et nous avons confirmé aujourd'hui le rôle majeur de cet organe dans le développement de notre coopération sur le plan matériel. Nous avons étudié la mise en œuvre des grands projets phares. En premier lieu, la construction de la centrale nucléaire d'Al-Daba et la mise en place d'une zone économique franche sur le canal de Suez et nous avons étudié la question de l'approvisionnement de produits agroalimentaires russes et aussi d'énergie russe en Égypte et nous avons parlé surtout des questions d'actualité régionale et mondiale. Nous avons confirmé notre volonté de préserver notre coopération dans le cadre de l'ONU et d'autres plateformes de discussion et nous avons accordé une attention particulièrement précise à la situation et à l'escalade actuelle au niveau du Golfe par cette agression non provoquée de la part d'Israël et des États-Unis contre l'Iran. La Russie et l'Égypte se prononcent pour un cessez-le-feu rapide et le retour au processus diplomatique dans le but de régler toutes les divergences en assurant la sécurité de tous les États, sans exception de la région, et en particulier des pays arabes du Golfe Persique, Irak, Jordanie, Liban et évidemment la République islamique d'Iran. Nous avons examiné la question du conflit israélo-palestinien qui part aujourd'hui plutôt au deuxième plan de l'actualité médiatique et je considère que c'est pas juste parce que le programme n'a pas disparu. Nous avons insisté sur l'importance d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui avait été conclu en 2025, notamment grâce aux efforts de l'Égypte. Nous avons une préoccupation que nous partageons sur la question de la Cisjordanie, où on voit l'État d'Israël renforcer le contrôle administratif et politique des nouvelles installations. Nous avons encore défendu l'idée d'une solution globale
au problème palestinien en s'appuyant sur le droit international et notamment sous la formule des deux États. Nous avons parlé de la question du Soudan en insistant sur l'importance de valider les différentes prises de position à l'international face à ce conflit politique et militaire qui se prolonge depuis 3 ans. Et nous sommes prononcés pour la défense de la souveraineté territoriale et la souveraineté. Nous avons parlé aussi de la Libye, dans ce pays qui est divisé. Donc il y avait eu une agression des pays occidentaux contre ce pays en 2011. Nous sommes d'accord aussi sur la nécessité de défendre une solution politique globale pour ce pays, avec le rôle majeur de l'ONU pour trouver une solution qui prendrait en compte les intérêts de tous les groupes confessionnels et politiques dans le pays, et notamment le groupe essentiel, les deux groupes essentiels dans l'Est et l'Ouest du pays, et nous sommes bien d'accord sur ce point. Nous avons également discuté d'un certain nombre de questions qui relèvent de la coopération entre la Russie et l'Union africaine. Nous avons parlé de la préparation du troisième forum Russie-Afrique qui est prévu pour se tenir dans le 2e semestre de cette année à Moscou. Et nous avons parlé du développement des relations entre la Russie, la Ligue des pays arabes, dont le siège est au Caire. Et pour cette année, nous prévoyons d'organiser un forum de coopération au niveau des ministres des Affaires étrangères. Nous avons exprimé notre gratitude envers nos collègues pour leur position équilibrée sur la situation en Ukraine et autour d'elle. Nous avons rappelé la position russe et dans l'évolution de la situation dans cette crise ukrainienne, notamment la situation sur le terrain et la question du règlement de ce conflit sur la base de l'élimination des sources premières. Dans l'ensemble, autant que je le comprenne, nous avons une position commune sur le travail que nous avons fait aujourd'hui. Nous allons le poursuivre pour continuer à étendre cette coopération entre la Russie et l'Égypte. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à mon homologue. Merci beaucoup, Monsieur Lavrov. Merci pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi une grande joie que d'être à Moscou aujourd'hui. Notre pays apprécie beaucoup les relations historiques et la valeur de ces relations qui nous réunissent avec la Fédération de Russie, qui nous unissent. Ces relations datent de plus de 80 ans. Ce sont des relations d'amitié, de respect des intérêts mutuels. Et au cours de cette visite, nous avons rencontré le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et nous avons transmis les meilleurs vœux de M. Abdel Fattah al-Sisi et réaffirmé notre engagement visant à renforcer le dialogue stratégique, les liens stratégiques entre nos deux pays. Nous avons discuté de l'ensemble des questions de coopération et des crises auxquelles le monde fait face aujourd'hui. Nous avons discuté des relations. Nous avons vu que des relations reçoivent aujourd'hui un nouvel élan visant à étendre les relations d'amitié dans de nouveaux domaines. Dans le cadre de ce partenariat stratégique. Et comme l'a mentionné M. Lavrov, un accord a été signé en 2018 à Sotchi
Et il ne fait aucun doute que ces projets que nous mettons en œuvre maintenant en Égypte peuvent être considérés comme un exemple de cette coopération stratégique. La centrale d'Al-Daba, c'est le projet que je voudrais mentionner d'abord, puisque c'est un jalon historique de notre partenariat historique qui permettra d'assurer la sécurité énergétique et la souveraineté technologique de notre pays, comme l'ont mentionné les présidents Al-Sisi et Poutine qui ont participé à une cérémonie importante. Puisque la première tranche a été ouverte le 19 novembre de l'année dernière dans une cérémonie par vidéoconférence. Il s'agit de créer également une zone dans le canal, au bord du canal de Suez, une zone industrielle russe en fonction de la défense des intérêts mutuels. Et nous serons en mesure de permettre à nos amis de travailler. J'ai rencontré des entreprises russes qui prévoient de participer à cet important projet. Nous avons également discuté des relations économiques et de l'établissement d'une logistique pour l'approvisionnement en produits russes. Nous voulons créer tout cela. Nous voulons le créer dans le cadre d'un hub logistique qui répondra aux besoins des États africains, des États arabes. Et nous espérons que ce projet saura être une plateforme de production et d'expertise. Comme l'a dit M. Lavrov, nous avons discuté de notre volonté de continuer nos relations dans les domaines économiques et commerciaux pour renforcer nos potentiels. Et nous avons réaffirmé l'importance qu'il y a à renforcer notre coopération pour davantage de sécurité, puisque le rôle joué par la Russie est très important, puisque c'est un exportateur très important et nous voulons générer une valeur ajoutée grâce à la position géographique particulière de l'Égypte. Nous avons discuté aujourd'hui également la nécessité de coopérer pour surmonter les obstacles en matière de coopération. Nous avons réaffirmé l'importance qu'il y avait à renforcer les échanges entre deux pays dont nous sommes si fiers. Il s'agit de quelque chose de très important pour nous, puisque l'Égypte peut garantir la sûreté, la sécurité pour nos amis et, comme l'a dit M. Lavrov, il est important de mettre en place des vols directs entre nos pays. Pour lancer un nouveau développement du tourisme vers la mer Rouge, mais aussi vers la Méditerranée. Nous pourrions créer des vols directs vers El Alamein, Alexandrie, et nous avons discuté des perspectives de coopération entre la Russie et le continent africain à la lumière du forum Russie-Afrique que l'Égypte a accueilli en décembre dernier. Mesdames, Messieurs, comme l'a mentionné le ministre Lavrov, nous avons discuté des questions régionales et internationales à la lumière de la situation grave, non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde entier, qui fait face à de nombreux défis et qui risque l'escalade
qui menace tous les États dans le monde, mais qui touche d'abord les pays du Sud et les pays qui sont confrontés à des problèmes de sécurité alimentaire et énergétique. Nous avons discuté bien sûr avec M. Lavrov. Nous avons discuté des résultats de la réunion d'Islamabad, où le Pakistan, la Turquie, l'Arabie saoudite et nous-mêmes avons participé et nous avons discuté à cette occasion des dangers des frappes contre des civils, des infrastructures énergétiques et qui touchent également la navigation dans le détroit d'Ormuz, qui concerne l'énergie dans le monde entier. L'Égypte, le Pakistan et la Turquie ont fait des efforts pour ouvrir des canaux diplomatiques permettant la désescalade et permettant également de veiller au respect du droit international. Nos délégations d'État ont considéré que cela aurait que cela touchait l'ensemble des problèmes énergétiques. Nous avons également déploré et condamné les frappes contre l'Iran dans le cadre de ce conflit. Tous les efforts sont faits pour mettre fin au conflit et pour entamer des négociations politiques, pour discuter de la situation en Cisjordanie, dans la bande de Gaza. Là aussi, nous avons réaffirmé l'importance des efforts de l'Égypte visant à obtenir un cessez-le-feu et une aide humanitaire. Nous avons discuté des efforts pour mettre fin aux violations du droit de la part d'Israël. Si nous avons parlé de nos réactions aux décisions israéliennes de conduire des exécutions en violation des 4 des conventions de Genève, nous demandons à l'ensemble des États du monde de mettre fin à ces violations et de veiller à ce que l'escalade actuelle n'ait pas de conséquences dans la zone du conflit israélo-palestinien. Nous avons également réaffirmé qu'il n'y a pas d'alternative à l'établissement de la paix dans le conflit israélo-palestinien avec une Palestine indépendante avec Jérusalem-Est comme capitale. Nous voulons également appuyer le peuple libyen qui doit pouvoir se déterminer seul quant à son avenir. Et la nécessité de tenir des élections présidentielles et législatives. Nous avons discuté du Liban, où nous condamnons les frappes israéliennes et les activités qui ont commencé. Là aussi, nous avons réaffirmé la nécessité de respecter les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons parlé de la Syrie, de la nécessité d'appuyer les efforts dans la région. Nous avons discuté également du Soudan, où nous avons réaffirmé la nécessité de mettre fin aux souffrances des Soudanais et de ramener l'unité dans l'État soudanais, d'unir les institutions. Nous avons parlé de la crise ukrainienne. Nous avons réaffirmé que l'Égypte appuie le règlement diplomatique de ce conflit. Nous appuyons pleinement les négociations tripartites et trilatérales pour mettre fin aux causes radicales de ce conflit. L'Égypte appuie tous ces efforts. Il s'agit de garantir la sécurité et la stabilité régionale. Merci beaucoup à M. Lavrov de cette hospitalité très chaleureuse que nous avons reçue. Merci au président Poutine de nous avoir reçus.
ce qui témoigne de la reconnaissance du président Poutine des bonnes relations entre lui-même et le président Al-Sisi. Et nous aimerions rappeler ce qu'a dit M. Tolstoï. Les vérités les plus importantes sont les vérités les plus simples. Ce sont les valeurs qui définissent notre relation avec la Russie. Nous voulons les renforcer et intensifier ces relations et sous le patronage d'Abdel Fattah al-Sisi, Monsieur le Président. Merci beaucoup et je suis prêt à prendre vos questions. Nous passons aux questions. Dans votre déclaration, Monsieur le ministre, vous avez parlé des questions, notamment en fonction de l'évolution rapide des événements au Moyen-Orient. Il y a des questions de sécurité dans la région, de la bande de Gaza. Et que peut-on attendre justement de la coopération bilatérale et où en est-on aujourd'hui et comment relever les défis qui se posent aujourd'hui pour les deux pays? Alors évidemment, il y a une préoccupation qui est grande quand on voit les nouvelles que nous recevons dans la zone du Golfe et de Palestine et de la péninsule arabe, de Syrie, d'Iran. Il y a beaucoup de points chauds aujourd'hui. Nous avons avec l'Égypte une convergence de vues sur les questions stratégiques. Il peut y avoir des divergences, mais sur la direction essentielle, stratégique, nous avons justement une convergence, c'est-à-dire le fait que dans toute crise, il faut chercher à pousser les différentes parties à entamer un dialogue. Ce n'est pas toujours possible ni facile parce que quand il y a des oppositions très fortes, justement, qui dégénèrent en conflit, c'est ce que nous voyons dans un certain nombre de cas qui ont été énumérés aujourd'hui, mais cela n'annule pas l'essentiel, c'est-à-dire que, comme on dit, on a un proverbe russe qui dit que l'eau finit par user la pierre, et ça veut dire qu'il faut mettre fin au combat et commencer à discuter. Et ce n'est que comme ça qu'on peut juger de la sincérité des parties, dans quelle mesure elles sont prêtes à négocier et à assurer un avenir sûr pour leurs citoyens. Et dans l'ensemble, dans un certain nombre de crises, l'Égypte intervient comme intermédiaire et le Caire propose son rôle de médiation pour arrondir les angles et sur un certain nombre de questions, ça peut être Gaza et d'autres, et l'Égypte formule des initiatives qui, c'est loin d'être toujours énoncé publiquement, parce que c'est important pour nos collègues égyptiens comme pour nous. Il faut éviter un coup de pub, comme on dirait, mais l'essentiel est le résultat concret. Et ce travail qui se fait, en réalité, il se fait dans les coulisses, silencieusement. C'est un travail scrupuleux et je suis convaincu que l'Égypte mène ce travail. Je vous remercie. Merci. Remercie M. Lavrov. La seule chose que je puis dire et que je puis réaffirmer s'agissant de cela, c'est que les Russes et les Égyptiens travaillent ensemble et coordonnent leurs efforts et tiennent des consultations ensemble, puisque nous voulons tous voir la désescalade et que ces conflits régionaux cessent. Puisque l'escalade ne fera qu'aboutir
à quelque chose d'incontrôlable. Et la Turquie, le Pakistan, la Fédération de Russie, nous travaillons ensemble avec l'ONU et d'autres organisations internationales. Ils font tous partie de cet effort. Ils participent tous à cet effort pour parvenir au cessez-le-feu et pour mettre fin à la crise actuelle. Je suis certain que davantage d'escalade va mener à une catastrophe. Question de RT. Alors, Moscou appelle à donner la priorité à un cessez-le-feu et de faire en sorte qu'au Proche-Orient et au Moyen-Orient, on évite une extension du conflit. Est-ce que vous avez vu une réponse aux initiatives de la Russie parmi les parties en conflit, ou sommes-nous sur le point où ce conflit pourrait s'étendre encore? Et comment se déroule le travail autour de la proposition faite par Bahreïn avec un projet de résolution sur la protection de la navigation dans le détroit d'Ormuz? Notre position, nous l'énonçons régulièrement et tout dernièrement, depuis le 28 février, le début de l'agression israélo-américaine contre l'Iran, nous donnons régulièrement des commentaires sur notre position et sur l'évaluation que nous faisons de la situation. Au niveau du ministère des Affaires étrangères, vous avez peut-être remarqué que l'administration présidentielle et le président lui-même abordent également ces questions dans leurs échanges. Ces derniers jours, il y a plusieurs conversations téléphoniques entre le président Poutine et les dirigeants d'Arabie Saoudite, des Émirats, et avant cela, il y avait eu des échanges avec le président iranien. Et au niveau du ministère, nous sommes en contact étroit, tant avec la partie iranienne, avec mes collègues. J'ai eu hier une discussion avec le ministre iranien Arakchi et avec nos amis des pays du Golfe. Lundi, le 30 mars, nous avons eu une visioconférence au cours de laquelle nous avons discuté pendant plus de 2 heures sur la situation courante et sur l'éclairage à en donner au sein de l'ONU. Vous savez, on peut parler de ce projet de résolution proposé par Bahreïn et qui est discuté depuis plusieurs jours, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, et c'est ce que font beaucoup. Ils prennent le texte et ils commencent à donner des commentaires. C'est l'attitude professionnelle de ceux qui doivent répondre d'un produit émis par le Conseil de sécurité. Mais si on se limite à ça, à cet avis d'experts, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui apparaissent. L'objectif principal de cette résolution, si on met de côté la description des difficultés et des appels adressés à l'Iran à ne pas riposter aux frappes, le point essentiel de cette résolution c'est surtout un paragraphe qui donne mandat à tous les États intéressés, que ce soit en tant qu'État comme national ou même une formation de plusieurs États, de prendre toutes les mesures nécessaires favorables à une libre navigation dans le détroit. On a parlé de mesures de défense, on en a parlé aussi de proportion dans l'estimation qui est faite de tout cela. Et encore une fois, ça veut dire que toutes ces mesures de défense ou de production, nous savons très bien ce que ça signifie. On a vu ce qui s'est produit dans le passé, quand on a vu nos collègues occidentaux, par exemple, qui ont pris une décision, qui ont souvent complètement transformé dans leurs intérêts des décisions du Conseil de sécurité qui étaient strictement défensives.
Le deuxième point, c'est que tous les pays intéressés peuvent se joindre, mais sur le plan de l'action concrète de ces mesures, ça peut être fait sur le territoire des pays directement concernés, qui sont des pays riverains du Golfe et qui ne vont pas participer aux mesures de défense. Mais il y a alors la question de la défense de leur souveraineté. Et donc le Conseil de sécurité, on en a parlé au Conseil de sécurité, encore une fois, il y a l'autorité de cet organe qui est censé donner des chances à un processus de paix sur fond de déclarations venant de Washington, du président Trump, disant sur le fait qu'il y a des négociations. Et les gens qui discutent avec les États-Unis sont beaucoup plus raisonnables, ils réagissent. Les Iraniens ne nient pas l'existence de contacts, mais ils disent que ce n'est pas simplement des négociations, mais simplement un échange de points de vue. C'est au moins déjà un processus. Et quand le président Trump dit, par exemple, je crois que c'était avant-hier, il a dit que dès que nous aurons terminé les opérations de combat, il dit que presque tous les objectifs ont été atteints. Quand nous cesserons les combats, tout de suite, immédiatement, la navigation dans le détroit d'Ormuz retrouvera son rythme normal. Donc ça signifie que le problème n'est pas d'exiger de l'Iran la navigation, la liberté de navigation, mais simplement cesser les combats. Et donc, encore une fois, il y a ce détroit qui s'appuie sur les normes de navigation internationale de 1982, avec toutes les règles qui en découlent, et nos collègues chinois, avec leurs échanges avec les autres partenaires, accentue aussi ce point qu'il faut mettre fin au combat, et à ce moment-là, la navigation sera rétablie. Vous comprenez que si on cherche à nous convaincre en nous disant qu'il faut adopter cette résolution, alors que les États-Unis parlent de ce qu'ils qualifient de négociation, et là, on comprend bien qu'il n'est pas du tout mentionné le fait que l'Iran était victime d'une attaque. Donc, tout ça montre que certains veulent saboter les perspectives de négociation. Et alors, tous ceux qui parlent de négociation, est-ce que c'est vraiment des négociations de paix qu'ils veulent ? Et qui en même temps sapent ses intentions. Donc, encore une fois, ça pourrait être extrêmement négatif. Encore une fois, il y a des discussions sur les négociations. Et tout cela est utilisé pour que, sous couvert d'attaque contre l'Iran, comme ça a été fait en juin 2025, et à ce moment-là, la résolution est conçue comme une légitimisation de toutes ces actions offensives contre l'Iran. Et donc, ensuite, tout ce qu'on peut dire là-dessus, ce sont des interprétations juridiques, mais nos amis des pays du Golfe nous disent qu'ils ont été agressés, l'Iran nous a agressés, et nous avons, conformément au 51e article de la Charte de l'ONU, nous avons le droit de nous défendre. Effectivement, c'est le cas. Cet article existe, mais pour le mettre en application et entreprendre des mesures concrètes de mise en œuvre de ce droit, il ne faut pas une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. D'ailleurs, quand les États-Unis, avec Israël, ont commencé à agresser l'Iran, ils ont dit publiquement que c'était le droit d'Israël de se défendre. Or, excusez-moi, mais l'Iran ne vous a pas agressé. Ils ont dit, oui, mais article 51, il prévoit des actions préventives de défense. C'est-à-dire que on prive celui qui agresse de perspectives, quelles qu'elles soient, et même de plans. Et donc, quand on dit que
j'ai interrogé nos amis des pays du Golfe au cours de cette visioconférence. Je leur dis, est-ce que l'Iran vous a agressé? Il n'y a jamais eu de cas concret. Et donc, simplement, c'est des avis qui disent que tous ces 70 ans qu'existent, l'Iran voulait agresser ses voisins. Et là, justement, on a une belle occasion. Donc, les Israéliens et les Américains ont frappé l'Iran, qui donc en profite pour pouvoir frapper les autres de la région. Je suis convaincu que toute cette discussion, peut-être qu'elles sont inspirées par de bons sentiments, mais elles se retrouvent dans l'espace médiatique et le résultat final, il est clair, c'est que où la résolution est prévue, ou va être utilisée, elle a peut-être été inspirée par de bons sentiments, mais elle est utilisée pour saper les discussions qui pourraient avoir, qui sont pour l'instant simplement un faible espoir, ou en tout cas pour légitimer de façon rétroactive l'agression contre l'Iran. Et moi, ce que j'écoute de la part de nos amis des pays du Golfe Persique. Al-Qaïra maintenant. J'ai une question au ministre égyptien. Le Moyen-Orient est une réunion instable et contrôlée ce qui s'y passe. Comporte des risques très importants, des risques des risques d'escalade néfastes à l'économie. Qu'est-ce que pense faire l'Égypte, et notamment en fonction de ce qui est discuté à Islamabad? Eh bien, les mécanismes sont clairs et les négociations vise à s'abstenir d'utiliser la force militaire. C'est quelque chose que l'Égypte va défendre. C'est ce qu'a réitéré le président Al-Sisi, qui fait tous les efforts diplomatiques et politiques pour garantir la désescalade dans la région. Malheureusement, la région est perclue de crises et de conflits maintenant. Et nous n'avons pas besoin d'un conflit supplémentaire dans la région. Nous sommes contre toute escalade et nous condamnons, évidemment, toute agression contre la Jordanie, l'Irak et tous les pays du Golfe. Mais l'escalade doit être stoppée. C'est ce que l'Égypte veut faire et nous voulons travailler avec tous nos partenaires régionaux. C'est ce qui a été fait à Islamabad sous instruction du président Al-Sisi. Il y a des consultations avec l'ensemble de nos partenaires. Visant à travailler ensemble pour cesser toute et pour ouvrir toutes les portes, pour donner à la diplomatie une chance au dialogue, pour lancer des négociations directes entre l'Iran et les États-Unis. C'est aussi notre responsabilité et nous espérons que le bon sens finira par triompher, puisque tout le monde souffre de ce conflit, la région en souffre, l'économie mondiale en souffre. Il y a des défis et des menaces. Les prix de l'énergie augmentent. La chaîne d'approvisionnement est perturbée.
à cause de la navigation qui n'est pas libre. Et nous voulons travailler avec les instances internationales, avec tous les pays qui le souhaitent, et bien sûr avec la Fédération de Russie pour favoriser le dialogue, la diplomatie et l'ensemble des services. Et bien sûr, s'il y a besoin de nos services, nous sommes là. Dernière question, Newsru. Quelle est l'évolution des relations entre la Russie et l'Égypte dans le domaine culturel et universitaire? Est-ce que l'Égypte va envoyer des candidats cette année pour les différents concours? Je dirais que nos relations culturelles et universitaires se déroulent parfaitement bien. On n'est pas à la limite, on peut faire beaucoup plus. Nous l'avons dit aujourd'hui, nous discutons de différentes manifestations culturelles qui seront organisées. Je suis convaincu que vous connaissez cette tradition de notre coopération avec des milliers d'Égyptiens qui ont fait leurs études dans notre pays. Donc il y a en Égypte des associations d'anciens élèves des universités russes, et c'est soutenu par nos ambassades, par nos anciens étudiants. Nous avons des contacts étroits qui sont établis, et c'est un lien qui est établi au niveau de la société civile, au niveau des structures culturelles, des différentes associations, des universités. Depuis longtemps, des contacts sont établis entre les universités. Il y a des tournées culturelles qui sont organisées. Il y avait le concours de chansons Intervision qui avait été organisé l'an dernier, qui s'était organisé à Moscou avec 22 pays représentés, y compris l'Égypte. Et c'est un représentant du Vietnam qui avait remporté ce concours. Et cette année, dans la mesure où tous les participants ont manifesté de volonté d'organiser ce concours chaque année, donc cette année, donc à la fin de l'an dernier, nos amis ont annoncé, saoudiens ont annoncé qu'ils allaient organiser le concours chez eux. J'espère que la situation autour du Golfe Persique va s'apaiser et que notre organisation culturelle qui s'occupe de tout ça et les contacts avec nos amis saoudiens et avec nos amis égyptiens y participeront et seront représentés à ce concours. Il y a aussi un autre événement, donc c'est le Festival international de la jeunesse qui se tiendra à Ekaterinbourg au mois de septembre cette année. Et les délégués égyptiens sont invités. Et j'espère que les représentants de l'Égypte seront présents à cette grande fête. La coopération sur le plan universitaire suppose une coopération au niveau de vos collègues, entre les journalistes, les groupes de presse, et l'Égypte accueille des agences de TASS, RT, Sputnik et d'autres. Et justement, aujourd'hui, nous avons parlé de coopération entre nos différentes agences de presse, qu'elle va se développer. Nous allons en tout cas aider à l'organisation de telles rencontres entre les journalistes des deux pays. Et encore une fois, si on parle de domaine médiatique, il y a un certain temps, en 2024, nous avions lancé l'initiative de créer une association de vérification des faits, comme on dit Fact-Checking Network, et elle a eu plusieurs fois l'occasion de participer à des forums internationaux. Et au 3e forum international intitulé « Dialogue sur les fakes », qui s'est tenu en septembre 2025. Inutile, je pense, d'expliquer que dans le monde d'aujourd'hui, où le mensonge est utilisé pas seulement pour se tirer d'affaire,
comme dit un dicton russe, mais où le mensonge est utilisé pour porter un dommage direct à l'interlocuteur, et le mensonge est utilisé pour rejeter la faute sur les autres, et donc notamment des opérations sous faux drapeau, etc. Et donc dans ce domaine de l'art artistique, il faut donc distinguer le vrai du faux, et donc cette agence de lutte contre les fausses informations se développe, et notamment quand on voit l'évolution du monde médiatique aujourd'hui, avec des représentants de plus de 50 pays, plus d'une centaine d'experts, et donc on a ici donc le cœur de cette initiative, et l'Égypte est particulièrement active dans ce domaine, notamment lors de la conférence de septembre dernier à Moscou. Je suis convaincu que cette coopération se poursuivra dans d'autres domaines. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et au fond, ce qui s'est joué aujourd'hui à Moscou dépasse largement une simple conférence de presse. Ce que l'on voit émerger, c'est un réalignement discret, mais profondément stratégique. D'un côté, la Russie cherche à consolider ses alliances en dehors du bloc occidental. De l'autre, l'Égypte, puissance centrale du monde arabe, s'impose à la fois comme médiateur et comme acteur clé des équilibres régionaux. Ensemble, ils envoient un message clair: le Moyen-Orient ne doit plus être influencé uniquement par les puissances occidentales, et les solutions militaires semblent avoir atteint leurs limites. Mais derrière ce discours diplomatique, la réalité reste extrêmement fragile. La situation dans le Golfe demeure sous tension, les frictions avec l'Iran continuent de s'intensifier, et le détroit d'Ormuz, artère essentielle du commerce énergétique mondial, est plus que jamais sous pression. Il suffirait d'un incident pour provoquer un basculement rapide et incontrôlable. La véritable question n'est donc peut-être plus de savoir si un conflit peut être évité, mais plutôt de comprendre qui est encore capable d'en contrôler l'escalade. Car aujourd'hui, même les grandes puissances semblent réagir plus qu'agir, dans un contexte où chaque décision peut avoir des conséquences immédiates et globales. Et c'est peut-être là le signal le plus inquiétant. Alors, selon vous, cette coordination entre la Russie et l'Égypte peut-elle réellement contribuer à stabiliser la région, ou risque-t-elle au contraire d'accélérer une confrontation plus large? Dites-le moi en commentaire.